podcast show. Maps, data, vision, you magicians. Hey, hey, it's the podcast show with Joe Magician. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 6e épisode des Géomagiciens. Aujourd'hui, on parle formation, monde académique et avenir des géomaticiens, qui forment les pros de demain et comment on apprend à bien utiliser les outils. Je suis avec Alexandre Gou, consultant, éducation, recherche, campus et association ONG Esri France. Bonjour Alexandre, comment vas-tu ? Bonjour Emmanuel, tout va bien, merci pour l'invitation. Merci à toi, merci d'avoir répondu, ça me fait plaisir de t'avoir. Alors, tu as un très long parcours, j'ai parcouru ton CV LinkedIn et j'ai tout un tas de questions à te poser. Mais avant, je te laisse te présenter à notre audience et nous dire qui tu es et ce que tu fais. Alors, je suis Alexandre Gou, je suis consultant éducation recherche chez Esri France. Donc voilà, moi ça fait un certain temps que je travaille dans cette société et donc actuellement je suis au service éducation où on est 2 personnes avec mon collègue Stanislas, et pour faire simple, je suis une personne dédiée Esri pour le monde de l'éducation, c'est-à-dire que mon scope, c'est du primaire jusqu'à post-bac, tant au niveau des enseignants, des étudiants. Donc voilà, je suis là pour les aider à prendre en main les logiciels, mettre en place des cours, des TP, avec 2 caractéristiques, c'est que j'interviens qu'à distance et gratuitement. Ok, très bien. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, tu as dit que tu interviens à partir des primaires. Oui, on commence à travailler déjà avec les écoles primaires parce que voilà, on a des applications qui sont très simples d'emploi pour tout ce qui est collecte de données ou autour de la communication avec ce qu'on appelle voilà les story maps. Donc ils peuvent commencer à l'utiliser quand ils font notamment des sorties scolaires en fait. Ils ont une petite appli sur laquelle, et quand ils cliquent sur un bouton, ça va prendre les points d'intérêt avec des photos, et un autre bouton, début de la trace et fin de la trace. Donc quand ils terminent une randonnée ou autre, comme ça, à la fin, ils peuvent avoir leur trajet avec les différents points d'intérêt qu'ils ont vus le long de leur randonnée, par exemple. Ok, incroyable ça. Donc, primaire, donc c'est quoi? À partir de 6-7 ans jusqu'à... on a des utilisateurs quoi, de 10 ans dans ces eaux-là? Ouais, c'est à peu Ouais, près ça. Alors après, c'est surtout les enseignants ouais, qui manipulent, ouais. qui prennent en main les outils, parce que voilà, les smartphones, voilà, ils n'ont pas forcément des smartphones Je pense euh, qu'à 7 à, ans, à, la à cet sortie à la âge-là. ferme, on prend pas le téléphone avec... Exactement, mais après ils peuvent participer, voilà, à Ouais, l'élaboration d'une story map. C'est une sorte de voilà mini ouais. blog dans lequel vous allez pouvoir rajouter plein d'éléments dynamiques ou autres, et ensuite ils vont pouvoir le partager pour le montrer, par exemple, à leur famille, leurs parents, etc. Ok, incroyable. Ok, donc on a les premiers sigistes, les premiers géomaticiens de 7 ans. Breaking news. Exactement. Ouais. Trop bien. Du coup, ouais, t'as un sacré parcours avec Esri France. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es tombé dans ce domaine, dans les SIG, ou comment est-ce que tu es arrivé à Esri? Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant d'intégrer l'entreprise? Ouais, alors en fait j'ai fait un BTS géomètre topographe à Lyon. Parce que voilà, moi je suis situé dans les environs de Lyon. Et après, j'ai fait une spécialité géomatique au lycée Loritz à Nancy, parce que voilà, j'ai toujours adoré les cartes. Et ensuite, j'ai postulé, voilà, j'ai envoyé 2-3 CV, dont un à Esri, et j'ai été retenu, voilà, le 1er septembre 1999. Donc, ton premier job en géomatique, en sortie d'études, c'est chez Esri. Exactement, Ouais. c'est Ah, c'est un ça. beau message à faire passer, ça, à ceux qui osent pas et qui se disent c'est compliqué, c'est bien. Donc, du coup, tu es arrivé. Alors, ton premier poste chez Esri, c'était quoi? Alors, j'ai commencé en tant que développeur, en fait, Ouais. au service projet. Et puis après, tout au long de... Là, ça va faire plus de 26 ans que je suis dans cette société. Donc, j'ai pu évoluer, parce qu'il y a pas mal de mobilité, en fait, interne. La mobilité interne est quand même très présente chez Esri France. Après, il faut voir, voilà, si je suis resté, c'est que Esri France aussi, c'est une entreprise vraiment à taille humaine, avec des belles valeurs. Donc j'ai quand même un peu grandi avec elle.
Et donc, j'ai pu évoluer comme ça, donc ingénieur développement au service projet. Et ensuite, je suis passé côté produit, en fait, où bah, voilà, j'ai initié les prémices d'Arcopol. Je ne sais pas si tu as entendu parler, hein, c'est Ouais. cet outil pour les collectivités. Et puis Ouais. ensuite, après, bah, j'ai évolué dans le management parce que voilà, ça m'intéressait tout ce qui était gestion de projet, gestion de clients, etc. Ouais. Pour terminer, bah, pas pour terminer parce que voilà, C'est pas fini. je suis pas encore à la retraite, hein. Mais voilà, pour évoluer, voilà, j'avais besoin de nouveaux challenges en fait. Après tout ce qui était management, gestion de projet, et donc j'ai eu une opportunité, voilà, d'intégrer l'équipe éducation. Ok, ouais, c'est magnifique. Tu as répondu à mes deux premières questions, Ah, qui étaient qu'est-ce qui t'a fait rester aussi longtemps chez Esri, et tu expliquais le fait que ça soit une entreprise à taille humaine. Du coup, j'imagine ouais, une bonne ambiance. Et la question suivante, c'était d'être passé donc, du management au projet, et le pourquoi, et donc les différentes possibilités. Donc, très bien. Donc, ouais, naturellement, tu as pu évoluer et donc à chaque fois, finalement, découvrir différents aspects autour des solutions. Est-ce que tu as une anecdote, une histoire selon tes différents passages, hein, que ce soit management, projet, qui t'a marqué, qui t'a fait passer d'un service à un autre? alors, pas forcément d'anecdotes. En plus, après, c'est plus voilà plus un besoin voilà personnel de changer. Moi, j'aime bien toujours sortir un peu de ma zone de confort, etc., pour pouvoir Ouais, évoluer, voir de nouvelles choses. Donc c'est pour ça que bah, voilà tous les 2 3 ans à peu près, j'arrivais à évoluer en interne. Et ouais, donc là, tu vas me dire, mais voilà, service éducation, ça fait depuis 2019, ça va faire 7 ans. Mais en fait, ce qu'il y a de super intéressant avec l'éducation, alors maintenant, je m'occupe aussi des associations, c'est que voilà, les étudiants, c'est pas comme les clients, en fait, hein. C'est en continuel, on se pose ce qu'il y a d'intéressant avec eux, c'est qu'ils vont vous faire aussi évoluer parce que voilà, c'est des nouvelles façons de penser. Je vois bien l'évolution. Voilà, chaque année, c'est toujours différent. Ils ont toujours beaucoup plus de choses, voilà, à nous apprendre. Ils sont bah, souvent dans les nouvelles mm, techno, etc. Donc c'est pour ça que en fait, bah voilà, moi je m'ennuie pas du tout et que, comme ils disent, hein, je kiffe mon job. c'est vrai que c'est quelque chose qui résonne en moi, le fait de ne jamais s'ennuyer. On pourrait penser que à partir d'un moment, quand on forme un peu sur les mêmes sujets entre guillemets, parce que c'est jamais exactement les mêmes outils ou les mêmes problématiques, mais on pourrait imaginer que ça tourne un peu en rond. Mais en fait, pas du tout. Comme tu l'as dit, les apprenants sont différents, les questions sont différentes, elles évoluent, les outils évoluent, et on a l'impression de toujours devoir réinventer et de mettre à jour ces supports, ces discours, et c'est ce qui fait qu'on s'ennuie pas. Je suis tout à Ouais, fait puis le d'accord monde avec de ça. la géomatique, c'est assez Ouais, vaste aussi. Moi, quand j'étais au projet, j'ai jamais quasiment fait des projets sur les mêmes thématiques, en fait. ouais, Il y a toujours des nouvelles thématiques, etc. C'est ce qui fait aussi que, voilà, je suis toujours dans la géomatique après 26 ans de métier, parce qu'il y a et ouais, cette diversité, pardon, de thématiques ouais, ou autres, hein, qu'offrent, ouais. je ne sais pas s'il y a d'autres métiers qui offrent cela, mais voilà, Mm. la géomatique, comme me disent les étudiants, c'est fantastique. Ouais, avec la rime en prime. Ouais, parce que là, 26 ans, on est en 2026, donc ça fait 2000, le bug de l'an Ouais. 2000. Ah, ça ressemblait à quoi en 2000, ArcGIS ou l'équivalent ArcMap ou, Donc c'était au siècle dernier, hein, on va dire 99, ça fait encore plus ouais, vieux, tu vois. ouais, Donc, alors moi quand je suis arrivé, oui c'était la fin d'ArcView, ouais, l'ArcView ok, 3 en fait. J'avais appris sur du ArcInfo avec de l'AML, etc. ArcView 3 aussi, et puis bah voilà, c'était les débuts d'ArcMap, ArcCatalog et ArcScene. Donc bah voilà, c'est des choses qui tournent. Alors c'est plus supporté maintenant, hein, parce que c'est remplacé par ArcGIS Pro, mais c'est des choses qui tournent, voilà, qui tournent, qui peuvent toujours tourner, quoi, qui tournent toujours. hmm, ouais, Donc ouais, au niveau
voilà, c'était quand même, alors je veux pas dire par rapport à maintenant, c'est sûr que ça fait un peu vieillot, quoi, en termes d'interface, etc. Parce que maintenant tout est beaucoup plus intégré. On a un vrai système avec voilà, ArcGIS Online, etc. On aura le temps d'en reparler, hein. Mais ouais, c'était exclusivement, on avait du bureautique et on commençait ArcIMS en fait, les débuts, voilà, un peu ArcGIS avec le monde de l'internet. Ouais. Ah ouais. Ouais, moi, j'étais en train de réfléchir. Donc, moi, c'est à peu près les années 2010 où je découvre la géomatique, un peu avant. Et c'est vrai que à la fac, nous, on avait vu différentes solutions. J'avais fait pas, beaucoup de ArcGIS, ArcMap, pas mal de QGIS et de MapInfo. Et c'est vrai qu'il y avait ouais, des différences d'interface et de modernisme, dont notamment MapInfo qui se détachait pas dans le bon sens. Et c'est vrai qu'on avait vraiment cette vision de voilà, les outils évoluent et les interfaces évoluent, les possibilités évoluent. Et c'est vrai que se rappeler, moi du coup, 99, je n'étais pas utilisateur de SIG, mais j'imagine qu'il y a dû quand même avoir une sacrée évolution et doit avoir ouais, un sacré confort à travailler avec les outils modernes, travailler en ligne, hein, par exemple, chose qui n'était pas possible Ah oui, avant, oui, hein. c'est sûr qu'il y a eu une bonne évolution, surtout que moi, voilà, quand j'ai fait ma spécialisation à Nancy, on a vu vraiment tous les différents logiciels. Donc, il y avait Ouais, du GeoConcept, MapInfo, il y avait ah même oui. APIC. Et Ouais. on avait terminé par voilà, du SRI. Et puis, bah, voilà, moi, j'ai postulé pour, en fait, le logiciel qui me plaisait le plus, Hmm. quoi. Ouais, Bien entendu. Je ouais, trouvais le plus confortable à utiliser. ouais. Ouais, moi, c'était aussi mon préféré à la fac et ma toute première opportunité professionnelle, malheureusement. Enfin, oui, du coup, j'ai pas eu le choix. On m'a imposé une autre solution SIG, mais ouais, après, c'est vrai qu'il y a il y a le sujet bah, il y a l'outil, il y a le métier, et parfois, voilà, on doit s'équiper avec ce que l'on a pour pouvoir résoudre les problématiques spatiales que rencontre le géomaticien. Très bien. Rentrons un peu dans le sujet de ce que tes étudiants apprennent. Donc, on a dit de la primaire jusqu'à post-bac. Tu as très bien expliqué ce qu'on faisait en primaire, hein, avec notamment les story maps, donc les stories en ligne. Alors, je ne sais pas si tu as autre Mhm. chose à rajouter sur cette fonctionnalité, ouais, sur cette solution. Et après, est-ce que tu peux nous expliquer en évoluant peut-être collège, ce que l'on fait, lycée, ce que l'on fait, Ouais. post-bac? Alors voilà, la story map, je vais pas vous faire un cours sur la story map, hein. Si voilà, les gens sont intéressés, ils peuvent me contacter sur LinkedIn. Ensuite, on a un site qui s'appelle générationgeo.fr. C'est une communauté éducation dans laquelle voilà, j'anime des différents webinaires où je reprends ces différentes choses. Story Maps, il faut le voir comme un outil de présentation en fait, mais dynamique par rapport au PowerPoint, d'accord, dans lequel vous allez pouvoir insérer des contenus classiques, du texte, des contenus multimédia, vidéo, images. Et surtout, ça va être la grosse puissance, c'est que vous allez pouvoir intégrer tout ce qui est cartes, dashboard, applications web, d'accord, avec cet aspect de la dynamicité de la donnée, d'accord. C'est-à-dire dans ArcGIS Online, chaque fois que vous mettez à jour de la donnée via une application web, via ArcGIS Pro, via une application mobile, eh ben, elle est automatiquement mise à jour, d'accord. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'enregistrer, etc. Ça veut dire que les gens qui consultent typiquement en primaire, quand ils partent en randonnée, par exemple, sur plusieurs jours, et qu'on a déjà préparé la carte, la story map, et ben en fait, les parents peuvent suivre en fait en temps réel, parce qu'ils vont rajouter les points d'intérêt, etc. Ils peuvent suivre en temps réel l'évolution, par exemple, de leurs enfants sur le terrain. Ensuite, au niveau des étudiants, bah, voilà, ils apprennent, c'est surtout bah, les bases de la géomatique, hein, en gros, faire des cartes, voilà, analyser les données, les collecter. En fait, avec le système ArcGIS, on a cette chance, hein. Donc, quand je dis système, c'est à la fois la partie online et la partie bureautique, hein, ArcGIS Pro, hein. Moi, j'ai toujours tendance à leur dire que bah, avec ce système, il y a tout ce qu'il faut, c'est un peu comme un casto, d'accord. C'est-à-dire que tu as les outils pour aller collecter de la donnée, tout ce qui est appli mobile, les Ouais. drones, maintenant avec IA, tout ce qui est détection, deep learning, etc., modèle de détection. Je rebondis Oui, juste sur ce que tu dis sur la collecte de données. Donc, on a des applications installées sur tablette ou smartphone qui directement sur le terrain nous permettent de faire la relevée. C'est ça. Et et ça exactement. remplace les GPS ou c'est complémentaire?
Ah non, non, c'est complètement complémentaire. En fait, c'est des applications dédiées, hein. Donc, tu en as une qui est centrée sur les boutons, une qui est centrée sur le formulaire, une qui est centrée directement en fait sur la carte, hein, pour pas les nommer. Tu as Quick Capture, Survey 1, 2, 3 et Filmap. Alors, celle qui est beaucoup utilisée, c'est celle qui est sur les formulaires, Survey 1, 2, 3. C'est voilà, c'est ce qui va remplacer en fait les questionnaires papier. Donc c'est des formulaires vraiment intelligents avec la notion de géolocalisation. Ouais, Tu vas pouvoir associer live audio, live vidéo. Et maintenant, ouais, il y a de plus en plus d'IA dedans, dont par exemple des fonctionnalités de computer vision. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends une photo et tu poses ta question dessous pour dire bon bah tiens, je sais pas moi, compte-moi le nombre de fenêtres ou identifie-moi l'espèce d'arbre. Ça, ils l'utilisent beaucoup en fait en collège ou en lycée, parce qu'ils étudient tout ce qui est biodiversité ou autre. Donc, ils utilisaient souvent des applications comme PlanteNet, toi, qui ouais, permettaient directement d'avoir les espèces. Bah là, tu ouais, peux faire exactement la même chose en ouais. créant un formulaire en ligne. Donc si je comprends bien, on est sur le terrain, on a notre application, on fait un relevé par exemple d'essence d'arbre, on prend la photo, avec Computer Vision, ça permet de détecter les informations, de remplir directement les informations attributaires. Et Oui, c'est donc ça. comme on est sur l'application, on peut également créer le point ou le polygone qui correspond à l'objet, c'est bien ça? Ouais, alors en fait, tu as une possibilité d'être automatiquement géolocalisé. Ça t'évite Ouais, d'avoir à zoomer et dire je suis là. ouais, Donc, ok, tu es automatiquement géolocalisé. Et en fait, chaque question du formulaire va correspondre au champ de ta couche ouais. qui va être ensuite stocké dans online. Et puis, si ta couche, tu l'as déjà mise dans une carte, dans un tableau de bord, par exemple, ou Ouais, une story map, bah, les gens pourront contrôler, verront en temps réel ouais, cette collecte de ouais. données. Donc tu nous parles de computer vision, donc qui intègre de l'IA. L'IA, Oui, c'est le mot à la mode. Tout le monde a ce mot à la bouche, notamment avec l'explosion de l'IA générative très récemment. Mais toi, qui du coup est chez Esri depuis un quart de siècle. Ça vieillit, hein. c'est ça. L'IA, en vrai, ça fait très longtemps que c'est intégré. Alors, bah, l'IA, en fait, elle existait ouais, depuis très longtemps dans tout ce qui était géotraitement, Mhm. d'images, tout ce qui est extension, par exemple, spatial analyst ou autre, network analyst ou autre, on va retrouver, on utilisait déjà de l'IA, en fait, Ouais, hein, ouais. déjà à l'époque sans, entre guillemets, le savoir, hein, et donc Mhm. maintenant, bah, voilà, ça a beaucoup évolué. Ouais. Ok. Ok. Donc, alors, je t'ai fait une petite micro-parenthèse sur ça. Donc, tu étais rendu Ouais, donc à donc, ouais, l'utilisation terrain. ouais, donc utilisation de terrain. Après, vous avez tout ce qu'il y a pour visualiser en fait en 2D, en 3D, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait de la 3D aussi simplement que de la 2D, hein, qu'on soit en ligne ou sur le logiciel bureautique. D'accord. Donc, il y a vraiment plein de fonctionnalités voilà, innovantes en termes de voilà, analyse ou autre. Donc, une fois qu'on a visualisé ces données, donc on les a collectées, visualisées, on va pouvoir les analyser en fait. Donc, vous allez retrouver hein, euh, analyser sous forme en utilisant de la data vise avec ce qu'on appelle dashboard et plein d'applications web. En fait, tu as des modèles d'applications, tu intègres directement ta carte, tu la paramètres. En gros, en 30 secondes, une minute, tu as créé ton application et c'est toujours du sans codage. Et si tu veux aller plus loin, il y a une appli qui s'appelle Experience Builder. Donc, tu crées ton propre expérience web sur, par exemple, plusieurs pages, plusieurs onglets ou autres. Tu vas insérer des cartes, des filtres, etc. Tu te fais vraiment il y en a qui ont fait des très belles applications qui sont ensuite, bah voilà, qui peuvent être vendues sur le marché aussi ou autre, hein, à l'aide de cet outil. Et c'est sans codage. C'est du Ouais. glisser-déplacer et No ensuite code. du paramétrage. Et ensuite, il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'au niveau de traitement d'image, d'accord, il y a beaucoup d'analyses, hein, de géotraitement qui permettent de travailler tout ce qui est autour de tout ce qui est photogrammétrique aussi, d'accord. Et donc enfin, voilà l'outil de communication avec ce que je disais, StoryMap. Donc moi, j'ai tendance à résumer en fait quand je le présente en fait aux étudiants en 4 verbes, tu vois, collecter, visualiser, analyser et communiquer. Ok. Très clair. Juste pour revenir sur un point qui plaît aussi beaucoup sur ce que tu as dit sur la 3D. Juste pour avoir un exemple Oui. concret, tu me dis si je me trompe, mais je suis sur le terrain, je dessine 3 polygones.
J'ai un champ, une valeur attributaire où je mets le Y, l'élévation, je renseigne 2, 3, 4 pour 2, 3 et 4 mètres. Je peux facilement visualiser en 3D en se basant sur cette valeur attributaire, c'est ça? Ou ça fonctionne Ouais, différemment? en fait, tu vas pouvoir extruder en fait ce qu'on Mhm, appelle les polygones. mhm. D'accord? Donc, tu peux extruder en fonction de valeur d'un champ. Donc, moi, typiquement, en fait, je fais des TP avec les étudiants et quand je fais un TP sur Argis Online, c'est l'exemple que je donne. En fait, on se met sur leur université, on va créer une couche avec des champs, etc. Et dans cette couche, il y aura un champ notamment hauteur. On bascule en mode 3D. Donc là, dans ArcGIS-Pro, on extrude les bâtiments. Ensuite, on les transforme en objets 3D. Et ensuite, on peut même les texturer. Ok, D'accord? Donc, faire des textures. Si tu as des maisons, tu peux faire des toits, ouais, etc. Et tout ça, vraiment très facilement. simplement, en fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Moi, je suis là aussi pour leur dire, voilà, les fonctions, elles existent. Mais vous pouvez aussi, je suis là pour dire qu'on peut utiliser des fonctions complexes, mais très simplement, d'accord, et très facilement, d'accord. Ouais. Moi, l'idée, elle est là, c'est d'utiliser simplement et facilement des fonctionnalités qui peuvent paraître complexes, quoi. Ok. Et donc là, on est sur un public du coup post-bac, ce qu'on décrit là. Ouais, alors pour ArcGIS Pro, ça, ouais, c'est plus universitaire en fait. Ouais. Ok. Et donc, ça Ouais. ressemble à quoi aujourd'hui un universitaire donc, qui se forme à ces outils avec toi en termes de durée, c'est combien de modules, c'est combien d'heures, combien de temps, à peu près combien Alors, d'années? alors en fait, moi, je suis pas un enseignant à la base, hein, Mhm. d'accord, hein, comme tu l'auras compris. Donc, moi, je m'intègre en fait dans des programmes, dans des modules en fait. Ouais. Euh, donc, généralement, les enseignants, ils aiment bien garder ArcGIS Pro en fait. Donc, les cours d'ArcGIS Pro, etc., c'est plus fait par les enseignants. Et parce qu'en fait, eux, ils ont le background d'ArcMap qu'il y avait avant, etc. Et par contre, ArcGIS pour eux, c'était assez nouveau. Donc, je m'occupe plus des modules ArcGIS des ateliers d'accompagnement. Donc, en gros, je peux te donner un exemple, hein, je fais un atelier, alors c'est sur 3 ou 4 heures. Alors, des fois, j'ai des écoles qui connaissent rien du tout au SIG. Donc, en 4 heures, hein, je vais les initier à voilà, qu'est-ce qu'un SIG. Ensuite, dans tous mes TP, je fais toujours une partie présentation et il y a une partie manipulation. D'accord? C'est du Ouais. 50-50 à peu près. Pour qu'à la fin, en fait, eh ben, ils puissent être autonomes et qu'ils Mm. puissent utiliser ensuite voilà, l'outil. Alors, bien entendu, moi, je reste disponible pour les étudiants, hein. Ouais. Voilà, ils le savent, du lundi au vendredi, 7h30, 17h30. En fait, j'essaye toujours d'être hyper réactif parce que c'est souvent qu'ils ont un TP, qu'ils ont perdu leur mot de passe, etc. Donc voilà, bah, Mm. c'est vers moi qu'ils se retournent Ouais. et je peux les dépanner. Mais en gros, en 3-4 heures, on prend en main voilà, simplement l'interface online. Et j'ai un TP pareil sur ArcGIS Pro, ce que je te disais, on fait de la 2D, de la 3D, de la mise en Ouais. page. Pourquoi pas un peu de voilà, automatisation avec Model Builder. Donc en gros, 2 modules de 3 ou 4 heures pour prendre en main et pouvoir utiliser le système ArcGIS. Et ensuite, eh ben, j'ai différents ateliers qui peuvent être plus ou moins spécifiques ou autres. Sachant que moi, j'enregistre jamais mes accompagnements parce que c'est toujours différent en fait, Ouais. en Ouais. fonction des étudiants. Donc toi, des fois, je peux avoir des classes de 10 étudiants. Je suis monté déjà jusqu'à 50, tu vois, à distance. Je me Mm. retrouvais une fois dans Mm. un amphi. Voilà, c'est des belles expériences. Et puis après, ça dépend des niveaux. Donc je sais Mm. que moi, j'ai un TP de 2 heures. Que même si voilà, je tombe sur des personnes qui connaissent pas forcément bien les SIG, pas bien les outils informatiques, en 2 heures, on arrivera quand même à Mm. faire le même TP que des personnes avancées, mais les personnes avancées, on ira fouiller un peu plus dans les recoins pour certaines fonctionnalités. Ouais. Tu as dit quelque chose qui m'a interpellé sur les profils. Tu dis que tu en formes certains qui n'ont jamais fait des CIG. C'est-à-dire que tu formes des étudiants d'un cursus universitaire qui n'a rien à voir avec les CIG, mais qui ont ce module SIG parce que ça a du sens dans leur métier futur, c'est ça? Ouais, Tu as tout des à exemples fait. de Par exemple, cursus? ouais, je suis avec, il y a par exemple les archéologues. Ouais. Je travaille pas mal avec d'archéologues. Ou après, il y a des écoles aussi
tout ce qui est école Sciences Po, par exemple. Ouais, Tu vois, Sciences Po, il n'y a pas forcément énormément de géomatique, mais ouais. ils vont utiliser les outils pour certains projets, Mhm, d'accord, hein. Voilà, pour pas les nommer, voilà, ils travaillent depuis 4 ou 5 ans sur le génocide rwandais, en fait. Donc, mhm. ils utilisent l'outil StoryMap, l'outil carte, etc. Alors, à la base, ils n'ont pas du tout de formation géomatique ou informatique, hein. Mm. Et donc, en fait, voilà, à l'aide alors là, je fais sous forme d'atelier de 2 fois 2 heures, hein, voilà, en fonction des différentes contraintes, mais euh, j'arrive à leur faire découvrir le monde de la géomatique et ils se rendent compte que en fait, c'est hyper C'est important puissant. pour eux. Les Ouais. cartes, et que c'est Mm. ce qui est géopolitique, Bien sûr. voilà, c'est le Graal, hein, pour eux, Ouais, la faire parler la géomatique. donnée. La donnée, c'est Exactement. tellement important dans tellement de métiers. On parle de politique, en marketing, hein, donc la Mm. géopolitique, géomarketing, partout il y a géo finalement. La donnée spatiale, pouvoir l'exploiter et l'analyser et la mettre en forme pour communiquer, aider à la décision ou aider à convaincre. Quand on ne connaît pas et qu'on découvre, on se dit waouh, ok, je viens d'accéder à une arme assez puissante pour mon travail. Ouais. Exactement. Donc tu vois, voilà, donc ça c'est les métiers peut-être un peu parallèles où on forme pas des géomaticiens, mais on forme des professionnels qui vont Ouais. utiliser des outils de géomatique. Et ensuite, donc j'imagine tu interviens aussi dans des parcours purement SIG géomatique. Euh, Aujourd'hui, ça ressemble à quoi qu'est-ce qu'on apprend à faire quels sont les outils qui reviennent, ou les langages de programmation, ou les méthodologies, les différents modules? On parle de quoi aujourd'hui en 2026? Alors, dans la géomatique, je distinguerais peut-être différents cursus. Tu as le cursus vraiment, on va dire, pur géomaticien avec tout ce qui est création de, toi, gestion autour de la carte, l'analyse spatiale, application web ou autre. Et maintenant aussi, on parle beaucoup donc tout ce qui est BIM, Building Mhm. Information Model. Donc ça, IA, etc. Donc les jumeaux numériques. Donc ça, c'est de plus en plus aussi utilisé. Donc voilà, moi je m'intègre aussi dans ces différents cursus avec d'autres collègues qui sont, on va dire, plus spécialisés. Mais voilà, moi je trouve que ça se diversifie de Ouais. plus en plus et ça va encore plus se diversifier en fait avec l'IA. Parce que Ouais. voilà, l'IA, en fait, elle va remplacer, peut-être aider à faire certaines tâches qui étaient peut-être un peu rébarbatives, des trucs répétitifs, et donc leur ouvrir en fait d'autres possibilités. Donc, tu vois, moi, il y a vraiment voilà, quand j'interviens, c'est vraiment soit de la pure, entre guillemets, géomatique d'apprentissage, Mhm. ou alors, voilà, dans tout ce qui est nouvelles technologies, avec tout ce qui est jumeaux numériques, IA, drone, technologie drone, etc. Ok. Ouais, donc on a des profils qui sortent d'études avec donc ces approches, ces outils modernes comme le BIM ou l'IA. Et après, ça s'intègre dans quel type d'entreprise? Bureau d'études majoritairement, collectivité Alors, en fait, ça va dépendre un peu des écoles, des secteurs. Tu vois, il y a des secteurs, par exemple, bah, ils vont travailler que dans des bureaux d'études parce qu'il n'y a que des bureaux d'études dans les alentours. Alors maintenant, je travaille aussi avec des BTS géomètres aussi. Ok, Donc ça, c'est assez nouveau. Depuis qu'ils ont renommé BTS, maintenant c'est métier du géomètre topographe et de la modélisation numérique. Donc d'accord. dans modélisation numérique, en fait, on peut intervenir maintenant au niveau géomatique. Et Donc c'est oui. ça qui est intéressant. Donc là, c'est plus orienté quand même technologie drone, toi, Ouais. acquisition d'images avec les drones et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec en produits 2D, 3D, mèche 3D, nuages de points lidar, Mm. etc. Et puis maintenant, il y a tout ce qui est Gaussian Splats, etc. En termes de nouveautés qui est sorti pour pouvoir ensuite mettre en place différents projets ou autres. Mais moi, je dirais qu'on peut travailler pas que dans des bureaux d'études, dans n'importe quel collectivité, entreprise voilà, privée. Dès l'instant où on a de la donnée, euh, on peut faire des cartes, Ouais. normalement, dès l'instant où on a de la donnée. Donc, toi, moi, dans les associations, j'ai des associations, par exemple, aromathérapie. Toi, je travaille avec une association d'aromathérapie. Hmm. Donc, tu utilises vraiment les SIG pour, voilà, si tu es un peu leur client. Alors après, c'est un peu ciblé, voilà, tu vois, géomarketing ou Ouais. autre.
pour tout ce qui est banque, assurance. Ouais. Voilà, c'est, je dirais, dans toutes les fédérations françaises d'équitation, Ouais. cyclisme ou autres, tu vois. Donc Ouais. c'est vraiment en fait hyper varié. C'est pour ça que j'aime bien la géomatique parce que entre guillemets, t'as pas forcément de limite, te dire ah bah non, je vais pouvoir travailler que dans Ouais. tel secteur, Ouais. etc. Non, c'est vraiment très varié. Et je te dis, c'est vraiment en fonction de la localisation des différentes voilà, universités. Il y en a qui vont plus travailler des cabinets de géomètres, plus avec des bureaux d'études. D'autres, ça va être avec les collectivités. D'autres, ça va être qu'avec plus du privé, etc. Ouais. À la limite, si on veut retourner la question, mais elle va être très difficile à répondre, c'est nommer un métier, enfin une structure ou un type d'organisation d'entreprise dans lequel la géomatique n'a rien à faire là-dedans. C'est peut-être là où ça va être Bah, difficile. il y a la médecine, tu vois. Après, Ouais, tu mais peux quand faire on la voit par carte exemple d'organisme. quand on voit les épidémies avec les foyers, on a besoin de savoir où est le cœur de l'épidémie, où est-ce que ça se Oui, oui, ah développe. oui, Donc tout en à fait. fait, Moi, quand je disais médecine, c'est toi, médecine, voilà, un générale. Mais docteur, oui, c'est vrai, tout ce qui médecine concerne générale. la santé. Ouais, bien Ouais, sûr, tout ce qui concerne la santé, bien ouais. entendu, qu'on en a Ouais. Ouais, besoin. oui, évidemment qu'il y a plein de métiers où la géomatique, forcément, a rien à voir. Un médecin, typiquement un médecin généraliste, il Ouais. va pas faire de géomatique, on est d'accord. Mm. Mais si on pense à l'échelle organisation, thématique, Ouais, entreprise, ben, en ouais, non, santé, il y en oui, a pas. on en fait. Ouais, Ouais. ouais, bah c'est ça, hein. Alors, Non, mais- je donne le défi à nos auditeurs qui nous écoutent de chercher en même temps que nous là, un domaine dans lequel parler de données spatiales, c'est hors sujet. Bah, voilà, ça me Mm. vient pas à l'esprit. Donc c'est peut-être plus facile quand on demande, mais en fait, on fait où de la géomatique? Bah, plutôt, bah, en fait, où est-ce qu'il n'y en a pas? Ça sera peut-être plus Ouais, facile. c'est vrai. Très bien. Et une autre question difficile, du coup, par rapport aux profils qui sortent aujourd'hui d'écoles, d'universités ou même de BTS, est-ce que il y a une compétence, quelque chose qui leur manque, qui n'est pas encore couvert par les programmes ou par un peu l'approche, où on se dit bah, quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, c'est vrai que cet aspect-là, il est pas vu en université ou à l'école. Elle n'est pas facile la Alors, question. moi, je dirais, je te répondrais la pratique, Ouais, en fait. expérience, ouais. En fait, ils voient les logiciels. L'idée, c'est que moi, c'est ce que je leur fais comprendre. En fait, je leur dis, faut que vous ayez en tête de se dire, de se rappeler que, bah voilà, avec ce logiciel, je peux faire telle et telle chose. C'est pour avoir les différentes possibilités du logiciel. Ouais, Ensuite, c'est que de l'apprentissage. D'accord? ouais, Quand tu es à l'école, quand tu as un module de je sais plus combien d'heures, tu peux pas sortir et devenir un expert. Par contre, ouais. tu sais que bah voilà, avec tel logiciel, je peux faire telle et telle chose. Hmm. Et si je me souviens plus comment faut faire, bah soit je vais maintenant, il y a plein de tutos sur internet, etc. D'accord. Donc moi je dirais que c'est surtout la pratique en fait qui peut leur manquer. Et donc moi en fait je suis là pour leur montrer les différentes possibilités parce que voilà, système ArcGIS, il y a plein de choses mais pour vraiment cibler en fait leurs besoins. C'est pour ça que j'utilise souvent des verbes en fait et pas le Ouais. nom d'application. Tu vois, plus cibler en fait métier pour leur faire comprendre voilà la l'utilisation voilà qui peut en avoir avec la bonne utilisation qu'il peut en faire avec le logiciel quoi. En gros. Ouais. Ouais, ça me fait penser aussi à une expérience que j'ai en formation où parfois, alors c'est pas exactement ce que tu dis, mais ça rejoint un peu l'idée où on montre un outil, par exemple, je sais pas, la sélection spatiale ou sélection géographique ou par localisation, peu importe selon l'outil. On montre comment ça fonctionne. Et puis, si 3 heures plus tard ou le lendemain, on demande, tiens, quelle est la parcelle qui est impactée par telle couche, il y a la connexion à faire entre l'outil, la technique et la thématique. Et souvent, c'est peut-être ça qui va manquer quand on a des profils qui sortent d'études ou qui n'ont pas encore l'expérience, d'être capable de traduire les besoins métiers, les besoins d'entreprise en outils, en fonctionnalités. Et évidemment que ça vient avec la pratique, avec l'expérience. Et ouais, ça rejoint un peu Ouais, ce que tu dis. après, je dirais que c'est un peu pareil pour tous les métiers. Hein. Quand on sort de l'école,
Après, voilà, le monde du travail, c'est quand même différent du monde, Ouais, du monde scolaire, hein. ouais, Donc oui, c'est des coups de main à prendre. Mais ouais, après, hein, la géomatique, voilà, il y a quand même des concepts, une méthodologie, ouais, etc. Et donc qui est propre, qui est commune, je vais dire, à tous les logiciels, voilà, ouais, SIG. Après, chaque logiciel SIG peut avoir plus ou moins des caractéristiques propres, hein. ouais, Mais voilà, moi je dirais c'est vraiment c'est la pratique, quoi. ouais. Il y a quelque chose qui n'existait pas, moi, quand j'étais à la fac en géomatique, qui n'existait pas aussi de ton temps d'ailleurs, c'est Mhm. l'IA générative. L'IA générative, donc je pense vraiment hein, au large language model, hein, LLM, type GPT, Ouais, Mistral. ChatGPT, Ouais. voilà, Mistral AI, Claude, Gemini, tous ces outils-là, où on va pouvoir en langage courant interroger le modèle pour qu'il nous réponde en langage courant. Et donc typiquement, on pourrait tout à fait donner une consigne que l'intervenant ou le professeur a demandé et donner ça au modèle, dire bah, comment je fais pour faire ça avec ArcGIS Pro, par exemple. Est-ce que c'est quelque Ouais. chose que toi tu vois ou pas? Déjà, première question. Alors, ouais, alors moi déjà, l'IA, ouais, commence à vraiment pleinement l'intégrer dans mes différents ateliers, mes différents accompagnements en fait. Donc je parle notamment tout ce qui est assistant en fait, assistant Python, voilà, Arcade, hein, donc c'est un langage cross-platform Esri, hein. D'ailleurs, je fais même un atelier en fait GeoIA autour là-dessus pour montrer qu'on peut créer simplement un modèle de détection d'objets, tu vois, donc ça dure en 2 heures, hein. Aspect labellisation, entraînement, puis ensuite utilisation du modèle. Donc oui, Juste moi pour être sûr je d'avoir bien l'intègre compris, vraiment. ouais, juste pour être sûr d'avoir bien compris, ce que tu expliques là, c'est que tu as donc finalement un espèce d'agent chatbot dans l'outil qui va t'aider à produire le modèle, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, alors en fait, dans ArcGIS Pro, en fait, tu rajoutes as différentes images. Je te donne un exemple concret. Je veux faire un modèle de détection de passage piéton, d'accord, automatique. Donc j'ajoute mes images, je vais labelliser, donc Hmm. identifier les différents passages piétons. Donc ça, c'est un bouton dans ArcGIS Pro. Ensuite, j'ai un deuxième bouton qui est j'entraîne mon modèle, Ok, d'accord, donc à partir de mes étiquettes. ouais, Donc ça, c'est la partie la plus longue, hein, qui peut ouais, prendre voilà, peut-être plusieurs heures. Et une fois que j'ai mon modèle, je peux l'utiliser. J'ai une fonction une analyse qui me dit, bah tiens, détecter les modèles ouais, à partir du deep learning, un modèle deep ouais, learning. Donc, soit je prends des modèles déjà existants qui ont été faits par ArcGIS, soit sinon je peux prendre mon propre modèle et le ce modèle, créer, je peux ouais, même le mettre en ligne sur ArcGIS Online pour pouvoir ouais, aussi faire de la détection ouais, dans mes ouais. cartes 2D. Et ça, en fait, très simplement, alors toi, je sais pas, il y a peut-être 10 ans en arrière, on aurait dit, oh là là, faut utiliser un truc Faut coder, externe, ouais, etc., pour tout faire, faut tout hmm, coder. Tandis que maintenant, en fait, toute la chaîne, ouais, on peut tout faire dans ArcGIS Pro. Et ouais. très simplement, je te dis, c'est 3 boutons. Ouais. Donc là, on est vraiment Après, c'est purement, tu du. l'as dit, machine learning, deep learning, on est vraiment dans la GeoIA là. Pour ceux qui Ah sont oui, oui, pas. Ouais. ouais, on est dans l'IA, dans l'IA pure, hein. Après, les étudiants, alors je sais qu'ils utilisent quand même pas mal chat GPT pour tout ce qui est notamment codage Python, Ouais. pour créer aussi tout ce qui est notebook. Ouais. D'accord? Parce que très simplement, en fait, ArcGIS, il sait communiquer en fait avec des modèles de langage, des LLM externes comme Ouais. Mistral AI ou autres. Moi, je leur fais une petite démo très simple. En gros, j'ai une couche d'arbres avec déjà des points dans cette couche-là. J'ai 3 champs, un champ description, champ couleur, champ espèce, et j'ai l'image, Ouais. juste l'image. Et en fait, je fais un notebook Python pour lui dire, bah tiens, je vais faire appel à Mistral AI, tu vas me décrire l'image, me renvoyer la couleur de l'arbre et l'espèce au format GeoJSON et ensuite ce GeoJSON, je l'intègre directement dans ma couche. Comme ça, bah, j'ai ma couche qui est Hmm. automatiquement renseignée à partir d'un LLM externe. Et ça, tu le Ouais. fais Donc en assez fait, simplement. on utilise le LLM pour aller faire Ouais. derrière du machine learning dans un second temps. Donc c'est vraiment le. Exactement. Ouais. Ouais. Ça, c'est pour montrer que voilà, on sait communiquer Ouais. avec d'autres LLM. Et dans ce qui va arriver, parce que tu me parlais IA générative, voilà, GeoIA, hein,
ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ArcGIS, hein, ça tend à être une plateforme d'intelligence artificielle géospatiale, d'accord? C'est-à-dire qu'elle va tirer au maximum parti de l'IA, sachant que en fait, ArcGIS a sa propre IA, d'accord? Ils dépendent pas d'un chat GPT ou autre, hein. Donc ils implémentent leur propre modèle. IA, leur propre, ouais, exactement leur propre modèle. Et donc cette plateforme géospatiale, en fait, pour faire rapide, hein, elle a 3 piliers hein, dans cette stratégie. Tu as tout ce qui est donc GeoIA, donc capacité des modèles statiques avancés ou d'intelligence avec du deep learning pour reconnaître des choses sur les cartes, des données, de l'imagerie, d'accord? Tu as les assistants IA qui existent, qui sont déjà présents, mais qui vont être de plus en plus présents, hein. Donc c'est des interfaces conversationnelles pour demander en fait au système ArcGIS de faire quelque chose que l'on ne sait pas faire, par exemple. Donc ça, pour l'apprentissage, par contre, ça c'est assez top, d'accord? Ouais. Parce que ça va rendre le logiciel encore plus utilisable, d'accord? Et ça va te faciliter l'apprentissage. Et enfin, le troisième pilier, c'est cette stratégie qui va arriver d'IA agentique, hein, donc des agents IA, d'accord, dans l'architecture même des différents produits Esri. Ça va permettre en fait à ArcGIS d'être utilisé par d'autres IA, d'accord, par Ouais. d'autres agents IA en fait qui vont discuter avec Ouais. nos agents IA pour exploiter l'intelligence spatiale qui est dans ArcGIS. Ouais. D'accord. Donc ça qui va va dire qu'on arriver dans pourrait les être avec, plateformes. on pourrait être sur un chatbot qui n'a rien à voir avec ArcGIS et lui dire tiens, est-ce que tu peux me donner la superficie de telle zone d'activité sur telle commune sans prendre en compte les OAP. Le chatbot va sur ArcGIS, se connecte, fait le géotraitement, l'analyse et me ressort en mode bah voilà, j'ai Voilà, 3 hectares. voilà, pourquoi pas, ouais. Ouais. On pourrait arriver à des choses comme ça, ouais. Tout à fait. J'interromps cet épisode quelques secondes pour vous rappeler qu'il reste quelques places encore pour la journée de formation l'IA pour les géomaticiens. Je fais le tour de France, je viens à votre rencontre pour vous former, découvrir ensemble des cas d'usage très concrets d'IA générative et on va même parler géo-IA une journée ensemble entre géomaticiens. Dépêchez-vous de vous inscrire, contactez-moi directement sur LinkedIn. Vous pouvez aller directement sur le site datando.fr pour avoir le programme, les informations. On se retrouve en formation et de suite retour à l'épisode. Ouais, c'est un bon, ça illustre bien le présent / avenir. On parle de futur, mais c'est le présent dans le sens où c'est Ouais. possible et ça se développe pour que ça soit encore plus accessible. Mais c'est vachement intéressant. Et ça me fait penser, j'en profite pour ceux pour qui le sujet parle. Il y a le livre. Alors, est-ce que je le cadre bien? Hop, là, dans ce sens-là, c'est mieux. Donc, GeoIA. Qui est donc aux éditions Esri Press, qui présente pas mal de cas. C'est finalement une collection d'articles qui va donner tout un cas d'usage d'IA, donc de GeoIA, d'IA générative, deep learning, machine learning, avec les solutions donc Esri et des différents cas métiers, risque d'inondation, géomarketing, voilà. Donc si ce sujet que l'on vient d'aborder vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je vous recommande ce petit livre. Il y a 65-70 pages, il se lit en 1 heure ou 2 et vous avez une très bonne idée de plein de cas d'usage bien précis. Voilà. C'était la petite parenthèse, je me disais que c'était le bon moment. Très bien, ok, donc c'est très clair pour moi, je pense que c'est aussi très clair pour ceux qui nous écoutent. Et donc ouais, aussi pour rebondir là-dessus, là où je voulais en venir, c'était aussi le sujet de donc, l'IA générative, si on prend Mistral, que l'on peut interroger en fait presque pour faire nos devoirs à notre place. Hein. Si j'ai une consigne, je peux très bien la donner à l'IA, lui donner les données, les informations et lui dire de recracher. Et, voilà. Et ma question c'était aussi, est-ce que tu vois pas des étudiants qui l'utilisent peut-être de la mauvaise façon? Et je fais bien le focus sur une IA externe aux solutions type Mistral, hein, vraiment. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'au contraire, tu ne vois pas des étudiants qui utilisent ces outils comme outils d'apprentissage pour justement peut-être encore mieux comprendre, aller plus loin et proposer bien plus que ce qu'ils auraient fait tout seuls? Ouais, alors c'est vrai que l'IA, elle peut soit affaiblir, soit renforcer en fait hein, les compétences techniques. Ça va dépendre de son utilisation, comme tu le dis. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même super utile pour apprendre, d'accord? Ensuite, voilà, moi, par mon âge, je fais pas confiance à l'IA parce que c'est un truc tout neuf et tout. Je suis assez méfiant. Hein. Ensuite, moi, je pense que c'est bien de la maîtriser au sens où ne pas la subir, en fait. D'accord?
ou lui faire confiance, voilà, bêtement. Par exemple, typiquement, moi, je sais que voilà, dans tous les nouveaux programmes, fin de primaire, collège, donc ça commence à être intégré, mais ils veulent que les collégiens l'utilisent en fait intelligemment. Donc moi, en fait, quand je fais les TP avec des collégiens, typiquement avec, je vous ai parlé de Survey 1, 2, 3, là, le formulaire de collecte de données, on a la possibilité, en fait, on a un assistant. Tu cliques sur l'assistant, tu lui dis je veux faire un formulaire pour gérer mes arbres et il va te générer en fait toutes tes questions. D'accord? Donc moi, j'explique aux étudiants, aux collégiens, je leur dis vous faites d'abord vous votre formulaire et ensuite il y a un assistant qui existe. Vous lui demandez la même chose et vous comparez. Peut-être que il y a des idées que vous n'auriez pas eues et qui peuvent être intéressantes, qui sont générées par l'IA, ou alors peut-être, parce que je dis, il y a des fois, il y a des trucs qui va peut-être vous mettre des questions complètement incongrues et qui ne vous serviront pas du tout. D'accord? Donc c'est en ce sens-là où je leur dis, voilà, essayez de l'utiliser intelligemment. Typiquement, quand tu utilises le computer vision, c'est la même chose. D'accord? Quand même, revérifier, voilà, quand tu montes une photo, tu sais pas trop si c'est un châtaignier ou un chêne, tu vois, mais que toi tu sais et que l'IA elle peut avoir un peu de mal, voilà, il faut quand même avoir un processus de vérification derrière. Pas lui faire confiance à 100%. Ouais, je suis tout à fait aligné avec tes propos et c'est aussi le message que je transmets. Là, quand on est dans le contexte scolaire et qu'on a un intervenant, un professeur qui nous le dit et qu'on est un peu forcé de le faire, ça marche parfaitement. Ma crainte et le risque, c'est que derrière, quand on se retrouve seul et qu'on veut aller vite, parce qu'on veut toujours aller vite, et qu'on est un peu feignant, et c'est un peu de nature humaine, on va avoir tendance à tomber dans le piège de vouloir aller vite et utiliser l'IA pour faire à notre place. Et là où il y a pour moi un danger, c'est que toi, tu es expert de ton domaine, tu maîtrises, donc tu peux tout à fait demander à l'IA, avoir un regard critique. Tu prenais l'exemple des espèces d'arbres. Si tu connais et que tu vois les deux, juste pour aller plus vite, tu demandes à l'IA et tu relis et que tu vois que c'est la mauvaise, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand on n'est pas expert, pas encore expert. Donc peut-être quand on débute, tout à l'heure, on disait justement que quand on sort d'école, il y a un moment donné où il faut... voilà. Et si à cette étape-là, on veut faire un peu le feignant et on veut aller vite et qu'on utilise l'IA et qu'on n'est pas en capacité de vérifier si c'est châtaignier ou chêne, moi j'en sais rien, j'ai demandé à l'IA, elle me dit quelque chose, mais en fait je sais pas et que je fais confiance à l'IA, pour moi là il y a un énorme danger et je pense que c'est de notre responsabilité, à toi, moi, en tant que formateur, enseignant, justement de transmettre que l'expertise, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut comprendre ce qu'on fait. Il faut savoir le faire soi-même. Et une fois que c'est validé, là, on peut en effet utiliser l'IA pour aller plus vite ou se débarrasser de tâches chronophages, répétitives, comme on le disait. Et je pense que ce message, il est à marteler. Moi, je le répète, je forme très régulièrement sur l'IA et je le répète à chaque formation. Et à force, je me dis que tout le monde le sait. Et quand je le dis pas, c'est là que ça me revient en me disant bah oui, mais là, du coup, là, t'as confiance. Ah ben oui, non, on va repartir des bases, attention. Et je répète mon discours. Et voilà, je pense que c'est vachement important quand on manipule ces technologies de marteler, rappeler ce qui compte avant tout, c'est vous, votre expertise, votre connaissance. L'IA, c'est un outil. Vous pouvez l'utiliser pour amplifier ce que vous connaissez, mais attention à ne pas se cacher derrière et se retrouver à faire des grosses bêtises avec, quoi. Exactement, ouais, c'est typiquement, je suis intervenu en Nouvelle-Calédonie dernièrement là pour le GIS Day en fait, donc la journée mondiale des 6G. On était dans un collège où on a fait différents ateliers. J'animais un atelier sur l'IA auprès de collégiens, donc c'est de la 6e à la 3e. Ils étaient déjà vachement au fait et il y en avait, on va dire quand même 80%. Alors ça, c'est de par les enseignants aussi, les messages qui sont faits passer par l'éducation nationale, c'est que ils savaient qu'il fallait quand même revérifier que l'IA n'avait pas forcément toujours raison, etc. Et donc j'étais super étonné de leur réaction. Et j'allais dire que même les 6e étaient plus au fait que les 3e, tu vois, parce que c'est vraiment... c'est vrai, ils sont, on va dire, entre guillemets, un peu nés avec, etc. Donc, ils font vraiment attention. Ils savent qu'il y a les fake news, il y a les fake data, et puis et l'IA aussi, elle peut te dire un peu n'importe quoi. Tout dépend comment tu vas entraîner ton modèle. C'est toujours pareil. Si on part dans les dérives de l'IA, c'est sûr que si on associe IA, fake news et réseaux sociaux,
On a, Mm. on a une belle bombe et ouais, beaucoup de jeunes générations qui doivent être conscients de ça. Ouais. Tu vas parler de Nouvelle-Calédonie. Il me semble on en avait parlé. On a Damien Buisson en contact commun, que l'on connaît tous les deux. Oui, Oui, exactement. Ouais. c'est bien ça. Ouais. Ouais. Bah, on le salue s'il écoute. Ouais. Salut Pour Damien. le coup, ma toute première expérience professionnelle en sortie d'études, c'était en Nouvelle-Calédonie et Damien était une sorte de mentor où je restituais un peu mes travaux SIG. Et du coup, ça m'a fait plaisir on échangeait là, il y a quelques semaines tous les deux et on est tombé sur Damien en mode ah bah oui, je connais aussi. Donc voilà, on salue Damien, j'espère qu'il nous écoute et sinon je le enverrai ou tu lui enverras l'épisode. Ouais, bien sûr. Très bien, super. Très bien, donc voilà, on a fait le tour un peu de l'IA dans les solutions, l'IA pour l'apprentissage, les risques, ce que ça apporte, où est-ce que ça va. Donc voilà, c'est assez facile de se dire qu'en effet, l'IA va accélérer tout un tas de choses et que l'avenir des SIG va être un peu modulé par l'IA. Est-ce que tu vois, toi, une autre techno ou un autre sujet à l'avenir, hein, on va parler court/moyen terme, disons à 5-10 ans, une techno ou un sujet autre que l'IA qui va venir un peu soit bouleverser, soit moderniser les SIG? Bah, à part tout ce qui est, alors moi je dirais tout ce qui est agent IA en fait, parce que c'est vraiment tout neuf et c'est des choses qui vont vraiment être de plus en plus intégrées. Alors moi j'ai la chance déjà de pouvoir tester, alors c'est plus des assistants qui sont encore en mode bêta dans ArcGIS Pro, mais tu peux déjà aller super loin. Hein. Tu lui mets ajoute-moi une couche du Living Atlas pour une couche de commune ou autre, il va te l'ajouter, tu lui dis fais-moi telle symbologie sur tel champ de la couche, etc. Fais-moi un filtre sur mes données pour ne voir que, par exemple, je veux que les communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Et puis ensuite, on va pouvoir lui faire tout ce qui est analyse spatiale, etc. Juste avec le bon prompt, quoi. Ouais, d'accord. Mais ça, pour moi, ça va pas remplacer encore à 100% le métier du géomaticien, parce que de toute façon, tout ce qui va être aussi traitement de la donnée, etc., il y a plein de vérifications à faire ou autre. Ça va surtout, je pense, ça va les aider. Moi, j'ai pas mal d'enseignants qui m'ont dit ah génial l'IA. Alors c'est des parcours où ils n'ont pas beaucoup d'heures en fait en géomatique, et dit ah en fait on va gagner 50% du temps parce que tout ce qui est tâches rébarbatives pour voilà, tu vas créer une couche, machin, avec tous tes champs, etc. Tu vas pouvoir demander à l'IA directement, en gros, de le faire, tu vois, toutes ces petites choses répétitives ou autres, et te concentrer vraiment sur tout ce qui est analyse ou autre, tu vois, photogrammétrique ou vectoriel. Donc, toi, c'est ce dernier discours que j'ai eu voilà, d'enseignants où je n'avais pas forcément pensé. Ils m'ont dit ah non, c'est super positif pour nous. Ce qui est en train d'arriver, etc. Donc, tu vois, il y a du bon, du moins bon, du très bon. Ouais, il y a deux types de réactions et j'en ai fait aussi les frais lors d'un webinaire que j'ai animé il y a quelques semaines sur le sujet, où après avoir fait la démo d'agents IA qui remplaçait des tâches du géomaticien, où il y avait un discours ah bah c'est super. Comme tu dis là, hein, ah bah, je vais pouvoir gagner du temps, je vais pouvoir faire de l'Illustrator, mettre au propre mes cartes et plus peaufiner la communication et passer moins de temps à faire le traitement. Et puis d'autres qui sont en mode, bah ouais, mais moi, j'ai pas envie que l'IA fasse à ma place. C'est mon métier, c'est mon expertise. Si maintenant on me dit qu'avec un prompt, un agent, il le fait à ma place, bah qu'est-ce que je deviens j'ai pas envie, quoi. Et ma réponse, hein, c'était d'expliquer que ce sont des technologies qui évoluent. Et c'est pas parce que il y a cette technologie qui arrive qu'il faut se dire bah j'ai plus ma place et maintenant je suis remplacé. C'est notre métier
et nos pratiques qui se doivent d'évoluer avec les technologies. Et on reprend souvent l'exemple, moi j'aime bien l'exemple du maréchal Ferrand à l'époque, quand l'automobile arrive, se dire bon bah maintenant je vais plus pouvoir faire de faire à cheval parce que on aura besoin de moins de chevaux et parce qu'il y aura des voitures et du coup je vais perdre mon travail, et donc je suis anti-automobile parce que je vais plus pouvoir faire de faire à cheval. Bah oui, mais en même temps il y a tout d'un coup un nouveau métier de ceux qui gèrent la mécanique auto, les pneumatiques, etc. Et il y a un renouvellement. Et peut-être que dans 10 ans, aller cliquer sur un bouton menu vecteur, géotraitement, faire ceci, faire cela, ça sera dépassé. À la place, ça sera un raccourci clavier ou parler à l'oral à l'agent et il le fera pour nous. Et je pense pas qu'il faut penser en disant bah, maintenant, toute mon expertise, elle est remplacée. Je pense que son expertise, c'est pas d'aller dans le bon menu et cliquer sur le bon outil. Son expertise, c'est de traduire une problématique métier en une solution outil. Ouais, tout à fait. Voilà, je pense que c'est Non, mais important c'est ça, d'en c'est faire. les métiers qui évoluent en fait, ça évolue. Donc au début, c'est vrai que ça peut faire un peu peur parce que c'est tout neuf, etc. hein. Mm. Mais après, de toute façon, ça va faire part entière de notre métier, de notre vie aussi. Donc Ouais, ouais, voilà, je pense qu'il faut prendre le train tant qu'il est en marche en fait aussi. on est d'accord. Il On y a est ça d'accord. aussi. Mm. J'aimerais faire un petit focus sur les différents outils de la gamme Esri. Ça peut paraître parfois un peu, on peut être perdu face à tout ce qui existe. Est-ce que tu peux nous expliquer à qui s'adressent quels outils? Le premier qui me vient à l'esprit, hein, ça va être ArcGIS Pro. Pour faire quoi? Quel type? Qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Quelles sont les autres solutions? Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter ça? Alors, très rapidement, moi, je suis pas, moi, c'est mes collègues plutôt du marketing, un produit qui pourront plus vous en parler en détail. Donc, ArcGIS Pro, c'est le logiciel bureautique, hein, logiciel voilà, SIG professionnel par excellence, dans lequel bah, voilà, vous allez pouvoir, la base, hein, créer des cartes. Donc, quand je dis carte et scène, hein, c'est de la 2D, de la 3D aussi simplement. Parce qu'en fait, dans ArcGIS Pro, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans un projet, en fait, tu vas pouvoir stocker le nombre de cartes que tu veux, que ce soit de la 2D, de la 3D, les mises en page, des propres géotraitements, etc. Donc ArcGIS Pro, c'est vraiment pour faire aussi de l'analyse poussée, hein, parce que tu vas retrouver un peu plus de 1100 géotraitements, je Ok. crois, depuis la dernière version. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 ou 3 nouvelles versions chaque année, en fait, et que Esri, maintenant, en fait, il y a une communauté. Donc, s'il y a des choses, par exemple, qui vous trouvez qui manquent dans le logiciel ou autre, hein, vous allez sur, je crois, c'est idis.argis.com, vous mettez votre idée et en fait, ils prennent les idées où il y a le plus de, entre guillemets, le plus de votes et ils les intègrent en fait dans la future version d'Argis Pro. Donc là, la dernière version qu'il y a eu, je crois qu'ils ont intégré 80 idées, quelque chose comme ça. Et donc moi, on avait fait le test il y a 2 3 ans avec des étudiants qui avaient une bonne idée et ça avait été intégré au bout de 6 mois en fait. Hmm. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est pas du flan, ils prennent Ouais. vraiment bien ça en compte. Donc voilà, avec ArcGIS Pro, bah, vous allez pouvoir vous connecter à tout ce qui est géodatabase d'entreprise, etc. Faire tout ce qui est mise en page. Vous avez tout ce qui est modèle builder aussi, automatiser l'enchaînement de traitement. Mais ça, c'est sans codage. Hein. C'est vous Ouais. prenez les différents géotraitements, vous les liez ensemble, etc. Et ça, par contre, ça peut vous apprendre si vous voulez apprendre un peu le Python. Alors, c'était surtout valable avant qu'il y ait les assistants, le chat GPT ou autre, parce qu'en fait, il vous génère un script Python euh, Qui correspond au quand- modèle. qui correspond en fait au modèle. Après, Ouais. vous avez tout ce qui est analyse photogrammétrique ou autre, qui est des fonctions raster. Hein. Donc là, vous en avez pléthore. Et depuis peu, en fait, il y a pas mal d'outils de simulation. Par exemple, un simulateur d'inondation, d'accord. Ok. Donc qui est assez poussé. Moi, je l'ai testé, voilà, où j'habite. Hein. Tu simules, simules de certains nombres de Ouais. précipitations, voilà. Et puis en fait, il va te générer un raster multidimensionnel et après, bah, tu fais tes analyses, savoir à qui a les pieds dans l'eau, pas les pieds dans l'eau, Hmm. etc. en fonction du nombre de millimètres qui peuvent tomber. Tu peux simuler des ruptures de barrage, etc. Donc c'est vraiment très vaste, hein, pareil au niveau tout ce qui est niveau 3D. Alors moi j'utilise surtout parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ce qu'il y a dans les bâtiments, dans les sous-sols aussi, d'accord.
avec ArcGIS Pro, quand je fais du BIM avec les étudiants, eux, ils utilisent souvent AutoCAD. Ouais. Donc, soit on utilise des DWG, des XF, mais on peut utiliser aussi tout ce qui est Revit. D'accord? Donc, Ouais. ça, c'est complètement natif. Donc, tu prends un modèle Revit, tu l'intègres en 3D, tu fais ton jumeau numérique, tu rajoutes tes réseaux souterrains, etc. Et ce qui va être intéressant depuis ArcGIS Pro, eh ben, tu vas pouvoir publier tout ça dans ArcGIS Online. D'accord? Ok. Parce qu'en fait, tu as un compte ArcGIS qui te permet d'accéder à toutes les applications, que ce soit Ouais. online ou pro. D'accord? Donc, le produit en ligne, il va te permettre ensuite de pouvoir partager ces différentes cartes, faire de la data vis, créer des applications web, etc. D'accord? Donc, l'outil, voilà, moi, je suis plus spécialiste quand même de ArcGIS Online parce que, comme je te le disais, ArcGIS Pro, c'est plus utilisé, voilà, c'est les enseignants qui se Ouais. gardent ce privilège, on va dire, Ouais. entre guillemets. Mais voilà, après, l'outil online, c'est un outil de collaboration, de partage. Et les deux sont, il y a vraiment un lien bidirectionnel, ouais. c'est-à-dire que tout ce que tu fais dans online, en termes de cartes et couches, tu peux y récupérer dans Pro et Ouais. vice-versa. D'accord? Ouais. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Moi, quand je travaille avec les étudiants qui sont sur ArcGIS Pro, ils ont un problème, tu peux packager, par exemple, ton projet. Donc, ils créent un gros zip du projet. Et même si tu as des couches qui sont dans des shapefiles, dans des GBD d'entreprise ou autres, tu as une fonction qui permet en fait de sniffer toutes Ouais. les données et te la met dans la file géodatabase du projet. Ce qui fait que tu te retrouves dans le même contexte que l'utilisateur. Hmm. Donc il y a Ouais. pas mal de, il y a plein de choses. Alors après, toi, on pourra en parler des jours de ces différents logiciels, mais voilà, logiciel bureautique qui est plus axé, voilà, analyse ou autre, plus voilà, professionnel, et logiciel en ligne, on va dire entre guillemets plus grand public, sachant que tu peux maintenant, ils ont intégré tout ce qui est imagerie, deep learning, etc. Ouais, c'est ce au que j'allais te niveau demander. de Ouais. juste ArcGIS Online. Hein. Ah Nous, ouais. on a des clients qui utilisent que online, en fait, qui n'ont Ouais. pas forcément besoin d'avoir un ArcGIS Pro. Hein. Donc la fonctionnalité dont on parlait tout à l'heure, par exemple, de dessiner, tu prenais l'exemple des passages piétons, Oui. de faire un peu de deep learning avec ça, on peut le faire avec ArcGIS Online. Alors non, tu peux l'utiliser dans ArcGIS Online, par contre, Ok. la création du modèle, c'est Côté que pro. ArcGIS Pro. Ouais, ok. Ouais, c'est que pro. Ouais. Et D'accord. vu que les deux, tu as un lien entre les deux, une Ouais. fois qu'il t'a généré ton fichier DLPK, tu le montes sur online et après tu peux Après, l'utiliser. on partage et on rend Voilà. accessible aux différents collègues, aux clients. Ok. Exactement. Ouais, ArcGIS Online, tu peux partager un groupe d'utilisateurs, toutes les personnes dans ton organisation, ou alors tout le monde sur la Terre, hein, en public, c'est-à-dire tu veux le mettre en accès sur un site internet ou autre. Ouais. Par exemple. Très clair, super. On a dépassé l'heure de podcast. Je te propose de passer au petit jeu qui s'appelle Mythe ou Réalité. Alors attention, les règles du jeu. Je vais te donner 10 affirmations et tu dois me répondre le plus vite possible sans trop réfléchir, mythe ou réalité. C'est selon toi, hein. Justement Ouais. l'objectif c'est d'avoir un petit J'étais positionnement. pas préparé. Hein. Ouais, je sais. On C'est n'a pas comme ça. préparé ça. C'est comme ça que ça devient fun. Ouais. Ok. Donc voilà, volontairement, hein, c'est des questions où c'est difficile de se positionner pour faire un petit exercice. On est parti. Première question, donc je te rappelle, hein, tu réponds juste mythe ou réalité. Et alors, je fais cet exercice là dans chaque épisode et des fois il y a un peu la frustration de ne pas pouvoir aller plus loin et se justifier. Bon, j'autorise la justification de temps en temps, mais le but c'est quand même d'aller droit au but. Donc première affirmation, les étudiants sont plus à l'aise que les professionnels avec les nouveaux outils. Mythe ou réalité ? Mythe. Ah, ça aurait été drôle de se positionner en réalité. Vous êtes dépassés, les gars. Python est devenu indispensable pour tous les géomaticiens. Réalité. Ouais, intéressant. Même avec l'émergence de l'IA ou au contraire avec l'émergence de parce l'IA. que en fait dans ArcGIS Pro, tu utilises vachement de Python en fait. Ils ont on a leur propre langage cross-platform, le langage d'expression qui s'appelle Arcade, utilisé dans Online, dans Pro. Mais Python, ça reste quand même. Alors,
je parle sous couvert, voilà, je fais plus de dev ou autre, hein, mais voilà, on le retrouve dans tout ce qui est géotraitement, analyse, etc. Donc pour moi, ouais, c'est hyper important. Et moi, quand je discute avec les étudiants, on va dire que 99% ils font du Python. Hein. Ouais. Ils connaissent Python. C'est une fois Il y a qu'on plus de, qu'on tu fais connaît le plus de langage, c'est C plus facile. Sharp, de .NET, de machin comme ça. Bien sûr. Ça, c'est pour les développements ou JavaScript. À la Ouais. rigueur, il peut y avoir aussi JavaScript, mais c'est Python, plus c'est quand même Python. le langage pour l'analyse de données, quoi. Ouais. Exactement. Les étudiants apprennent mieux quand ils manipulent plusieurs outils. Ouais, je dirais oui, réalité. L'IA simplifie l'apprentissage des SIG. En réalité. Ouais. On forme encore trop à la cartographie et pas assez au raisonnement spatial. Je dirais mythe parce que j'en sais rien en fait. Du coup, la question suivante. On forme encore trop au raisonnement spatial et pas assez à la cartographie. Ouais, bah c'est pareil, mythe alors. Les outils évoluent plus vite que les formations. Réalité. Les étudiants utilisent l'IA pour tricher. Alors, je dirais réalité. Alors, j'ai un cas très concret. Par exemple, les story maps. J'ai eu une fois, je leur demande, voilà, parce qu'à l'issue du TP, je leur laisse 3 semaines pour me réaliser une story map que je note, etc., à la demande du professeur. Et dans la story map, tu as différents éléments, dont un élément qui s'appelle map tour. En gros, tu as des images et puis tu vas les géolocaliser et tu mets un texte, etc. Et il y en a plusieurs en fait qui, je regarde leur story map et puis en fait c'était pas intégré, tu avais l'image, le texte, etc. Et tout à la fin, je vais tout à la fin et je vois merci Voulez-vous d'avoir que je- utilisé ChatGPT, etc. Ah. Et je leur ai dit, mais en fait il sait pas faire. Il sait pas faire en fait parce que vu que c'est propriétaire, il te faut forcément un compte pour pouvoir créer une story map. Donc en fait, il leur a demandé, tu me crées un map tour pour telle story map. Donc il a bien créé le truc, mais en fait c'est pas intégré, c'est pas un map tour, c'est juste un enchaînement d'images et de textes. Donc ouais, c'est en plus de refaire la formation story map, il faut qu'il fasse aussi une formation de ChatGPT parce que là il y a un manque de compétences sur les deux outils. Ouais, donc maintenant je le dis que bah non, pour l'instant vous pouvez pas utiliser ChatGPT ou autre pour faire des story maps. Mais ça m'a bien fait sourire quand même. Bah ouais, c'est clair. Ou alors les cas, j'ai eu, alors du coup pour le coup c'est pas drôle, mais j'ai eu un client qui avait son prestataire qui avait fait une analyse terrain, un rapport et à la fin il y avait écrit quelque chose. Voulez-vous que je reformule de façon plus pédagogique, machin. Enfin, en gros, et donc en gros le prestataire a fait un copier-coller sans même prendre la peine de. Enfin bref, ça fait froid dans le dos. Le métier de géomaticien est en train de se transformer profondément. Je dirais réalité, ouais. Ouais. Et la dernière, dans 10 ans, la méthode primera toujours sur l'outil. Méthode par rapport à l'outil, on a besoin de la méthode de toute façon pour utiliser l'outil. Donc, ouais, je dirais réalité quand même. Ouais, je dirais réalité aussi. Et surtout, je pense que la méthode sera encore plus importante parce que comme les outils sont de plus en plus puissants et vont de plus en plus vite, si on n'est pas méthodique et qu'on n'est pas bien précis, spécifique, on va encore plus vite dans ouais, cette va falloir être, processus. ouais, falloir être bon en prompt. Ouais. C'est surtout ça. C'est le prompting là qui va bien savoir utiliser utiliser. Ouais. Bah, on en peut en reparler dans 10 ans alors. Bah ouais, vous en rendez-vous. Très bien, merci beaucoup d'avoir joué ce petit jeu. Et encore un autre jeu, j'adore les jeux. C'est la question Joker. La question Joker, c'est tu as droit de ne pas répondre et de dire Joker et on passe à la conclusion de podcast, il n'y a pas de souci. Ou alors, tu te mouilles et tu réponds à la question. Est-ce que tu es prêt pour la question Joker ? Allez, vas-y. Je sens la peur dans ton regard. Non, ça va. Alors la question c'est, est-ce que tu peux me dire quelque chose là que tu n'oserais jamais dire sur LinkedIn ? Sur LinkedIn ? Ouais. Non, je n'ai pas de...
Non, moi je suis assez franc avec notamment les étudiants ou autres. Voilà, quand ils n'utilisent pas les bonnes méthodes ou quand ça marche pas ou autre. Voilà, moi j'ai tendance à le dire en leur donnant des bonnes, toi plutôt les bonnes pratiques, bonnes utilisations ou autres. Non, je suis pas du genre à cacher les choses sur LinkedIn ou autre, tu vois. Non, non, il n'y a pas de, on va dire, il y a pas de loup. Surtout que, voilà, autant si on avait, là, nous, on a des produits, on a la chance. Moi, je vois que ça évolue quand même vraiment bien. La qualité des produits, voilà, en termes de bugs ou autres, je vois, je forme plus de 1200 étudiants par an, tu vois, qu'à distance. On a très peu de plantage, etc. Maintenant, par rapport à peut-être il y a quand j'ai commencé, voilà, c'était un peu les débuts d'Argis Pro ou autre. Ouais. Donc voilà, il y avait un peu des plantages un peu inopinés comme ça. Mais alors maintenant, c'est devenu d'une stabilité. C'est assez. Je suis assez impressionné quand même par ça. Hein. Pas forcément que je travaille chez Esri, mais voilà, au niveau toi, de l'utilisation ou autre, chaque fois qu'ils ont un souci, je sais, c'est une erreur de manip ou autre chose, mais toi, tu n'as plus de crash. Ouais. Là, toi, sur cette année, j'ai pas eu l'année dernière, j'ai eu aucun crash sur Argis Pro. Et pourtant, voilà, ils les utilisent ou autre. Donc non, je suis pas du genre à cacher les choses sur LinkedIn. Donc voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Ah, Et bah non, mais c'est important aussi de le dire. On n'a pas parlé d'accessibilité aux outils. Je sais qu'il y a différents accès qui sont possibles pour les étudiants notamment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Quand tu parles d'accessibilité, c'est comment c'est se procurer une licence Argis Online Alors, il y a plusieurs choses. En fait, le programme éducation, donc il y a une dizaine d'années, donc le PDG d'Esri, Jacques d'Angermont, a décidé d'offrir les licences logicielles à tout ce qui était école primaire, collège et lycée. D'accord ? Donc, à la demande d'un chef d'établissement, d'un enseignant, on lui crée en fait une organisation Argis Online avec Argis Pro. S'il veut, il peut prendre. En fait, ils ont exactement les mêmes logiciels que les professionnels. D'accord ? Ce pas des logiciels dégradés. Donc, ils ont par défaut 2000 utilisateurs. Et ils peuvent avoir Argis Pro avec toutes les extensions. D'accord ? Okay. Tout ça gratuitement, plus moi qui suis là pour les aider gratuitement à prendre en main les logiciels, etc. Ensuite, il y a différents... alors, je ne vais pas du tout parler pricing, d'accord ? Mais tu peux avoir différents types de licences, dont des licences de site. Donc, c'est ce qu'ont les universités, en fait. En gros, elles ont un nombre quasi illimité d'utilisateurs, d'accord ? Et donc, elles peuvent, en fait, offrir les licences à chaque étudiant. D'accord ? Donc ça revient à peanuts par rapport au prix, tu vois, au prix d'une licence. Et sinon, s'ils veulent se le procurer, pour un usage personnel, il suffit d'aller sur le site. Donc je crois que c'est 120 € par an en fait, où tu as tout. Tu as Argis Online, tu as Argis Pro, il y a des MOOC. Et surtout, on a un support, d'accord ? C'est des personnes physiques basées à Meudon et qui est très réactif, d'accord ? Et ça, je le dis tout le temps aux étudiants, si vous poursuivez vos études et que vous êtes dans une école, université qui n'a pas les logiciels Esri, que vous voulez continuer à les utiliser, vous m'envoyez un message et moi, je pourrais vous mettre à disposition gratuitement les licences. D'accord ? Donc, on peut arriver à faire ce genre de compromis, parce que généralement, c'est qu'ils font des thèses ou autres. Donc, voilà, pour gagnant-gagnant, ils nous citent aussi directement dans leur papier. Mais on peut faire ça au cas par cas. C'est tout à fait envisageable. On sait faire du gratuit aussi chez Esri. Voilà. Ok. Très clair, super, merci beaucoup. Et donc si on veut te contacter, on fait comment ? Où est-ce qu'on te retrouve ? Alors, soit vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, d'accord, donc Alexandre Gou, alors il y en a plusieurs, mais... Je mettrai ton nom avec ta photo, pour ceux qui le regardent sur YouTube, voilà, vous l'avez, et sinon ce sera dans la description du podcast. Le plus simple, c'est sur LinkedIn, sinon moi je peux vous donner mon adresse pro, c'est agouix@esrifrance.fr. Voilà. Parfait. Je noterai aussi. Je l'afficherai aussi.
Super. Il n'y a aucun souci. Très bien. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un coucou ou alors si ceux qui nous écoutent ou tes élèves, s'ils devaient retenir une chose, tu as le mot de la fin. J'ai la libre antenne. Libre antenne, Non, c'est ça. déjà, merci de m'avoir invité, Emmanuel. Avec plaisir. J'ai trouvé ça super intéressant. Après, tous ceux qui nous écoutent, voilà, c'est ce que m'avaient dit depuis longtemps les collégiens, comme quoi la géomatique, je t'ai dit c'est fantastique, mais ils me disent surtout ils me disent ah c'est ça votre travail, mais c'est super ludique. Donc ouais, je terminerai là-dessus sur la géomatique, c'est ludique, et puis have fun with ArcGIS. Voilà. Je valide. Merci beaucoup Alexandre. Merci également à tous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode et surtout n'oubliez pas, n'arrêtez jamais d'apprendre. À très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir. Vision, you magicians. Hey, hey, it's the podcast show with Joe Magician. Ew, but what's your job? I'm doing maps. Sorry, what's your job? You know, with data. But what's your job? I make the world readable. Uh-huh. Tune it up, hey, hey, it's the podcast show. Tune it up, hey, hey, it's the podcast show. Maps, data, vision, Joe Magicians. Hey, hey, it's the podcast show with Joe Magician. But what's your job? Maps, data, stories.